Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire européenne, la guerre de 100 ans. Nous allons explorer 5 dates clés qui ont marqué ce conflit majeur entre la France et l'Angleterre. Chaque date représente un tournant décisif, et ensemble, elles nous permettront de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de cette guerre. Alors, préparez-vous à découvrir ces moments marquants qui ont façonné l'histoire de deux grandes nations. C'est parti! La guerre de 100 ans représente un tournant dans l'histoire de France. Retour sur ce conflit qui dura de 1337 à 1453. Voyons ici les causes profondes de cette guerre. Quelles sont les dates clés de la guerre de 100 ans? Ici, représentation du combat des 30, 1351. Octave Tanguy-Laridon, Wikimedia Commons, DP. En réalité, il n'y eut pas vraiment une guerre de 100 ans, mais plutôt une série de conflits étalés sur plus d'un siècle entre dirigeants issus de deux familles puissantes rivales, les Capétiens, rois de France, les Plantagenets, rois d'Angleterre. Avant la guerre de 100 ans, les vieux royaumes de France et d'Angleterre semblaient avoir jusqu'alors une relation plutôt harmonieuse. Richard Cœur de Lyon-Lyon, 1157 à 1199, et Philippe Auguste, 1165 à 1223, avaient combattu côte à côte aux croisades. La dynastie des Plantagenets découlait des ducs de Normandie qui, au XIe siècle, avaient établi le royaume d'Angleterre modernant, vainquant les rois saxons à la bataille d'Hastings, en 1066. Cause de la guerre de 100 ans, mais c'est justement cette parente qui va rapidement poser problème. Les rois d'Angleterre sont toujours, en théorie, ducs de Normandie. Ainsi, d'un côté, le roi de France supporte mal qu'un roi étranger possède l'un de ses plus grands fiefs, et de l'autre côté, le roi d'Angleterre est humilié d'être le vassal d'un autre roi. Représentation de la bataille de Bouvines gagnée par Philippe Auguste en 1214, soit plus d'un siècle avant le début de la guerre de 100 ans. FHGCCOM, Wikimedia Commons, DP. Dans ce dossier, nous verrons que cette question va agiter les deux familles et provoquer une première série de conflits quand Philippe Auguste chasse le successeur de Richard Cœur de Lion, le roi anglais Jean sans Terre, de ses possessions françaises. Après la bataille de Bouvines, 1214, Philippe Auguste ne laisse grosso modo au roi d'Angleterre qu'un petit territoire en Gascogne. Mais les Plantagenets auront leur revanche. À lire aussi sur Futura, les ducs de Bourgogne et leur histoire. Quels furent les plus grands rois capétiens? Pourquoi y avait-il la peste au Moyen-Âge? 1337, début de la guerre de 100 ans. 1337 marque le début de la guerre de 100 ans. Comment les royaumes de France et d'Angleterre en sont-ils arrivés là? Retour sur les origines de cette guerre ainsi que sur ses débuts. 1337 marque le début de la guerre de 100 ans. Ici, la bataille de Crécy, en 1346. Jean Froissart, Wikimedia Commons, DP. En 1223, le roi de France Philippe Auguste décédé. Ses fils puis les successeurs de Philippe IV le Bel, les rois maudits, se déchirent pour la couronne et déclenchent une crise de succession. À la mort du roi Charles IV le Bel, en 1328, les Capétiens directs ont disparu. Deux candidats sont alors possibles, son cousin, Philippe de Valois, ou son neveu, Édouard III, roi d'Angleterre. C'est Philippe de Valois qui accède au trône, devenant Philippe VI de Valois, roi de France. Le conflit aquitain est rouvert et atteint son paroxysme en 1337. Philippe VI de Valois décide, par mesure de rétorsion, de confisquer la Guyenne, sud-ouest de la France, à Édouard III, roi d'Angleterre. Celui-ci réplique en revendiquant la couronne de France. C'est le début de la guerre de 100 ans. Bataille de Crécy et conquête de l'Aquitaine. Dans un premier temps, les Anglais rencontrent de très nets succès. Ils écrasent l'armée française à la bataille de Crécy, 1346, prennent la ville de Calais, 1347, et conquièrent l'Aquitaine, 1356. Les Anglais sont généralement plus unifiés que les fiefs français et l'on cite également la qualité de leurs archers, qui utilisent la technologie du longbow pour expliquer leur supériorité au combat. Français et Anglais se battent également pour la Bretagne, dont le titre de duc est lui aussi en proie à une guerre de succession. Chacun des deux camps a son favori pour accéder à la tête du duché. Le roi de France Jean II ne sut pas empêcher l'invasion anglaise et fut capturé en 1356. Dr Jean de Lebon succède à Philippe VI en 1350. Le nouveau roi de France est capturé en 1356 lors de la bataille de Poitiers, à l'issue de la chevauchée dévastatrice menée par le
Prince noir, fils d'Édouard III. Sa libération contre une rencontre très élevée pousse les Français à accepter une première trêve. 1380, mort de Charles V. En 1360 est signé le traité de Bretigny et, avec lui, la paix, qui durera 9 ans. En 1369, la guerre reprend sur ordre du roi de France Charles V. C'est la reconquête française. Mais en 1380, Charles V meurt et son successeur, Charles VI, est atteint de folie. La guerre civile entre Bourguignons et Armagnac éclatait peu après. Retour sur ces événements. Charles V meurt en 1380. Gillot Saint-Nèvre, Wikimédia Commons, d'épée la paix signée à Bretigny en 1360 donne à Édouard III une grande portion de l'ouest de la France, mais l'exclut lui-même du trône. Cependant, le nouveau roi de France, Charles V, ne fait pas confiance à son rival et considère que le traité n'est qu'une trêve. La reconquête française en 1369, la guerre reprend sur ordre du roi de France Charles V. C'est la reconquête française. Bien que la guerre de succession de Bretagne ait vu la victoire du candidat anglais, celui-ci ne tarde pas à se réconcilier avec le roi de France et devient un allié important. Le général breton Bertrand du Guesclin joue ainsi un rôle prépondérant dans les succès de l'armée de Charles V. Édouard III est trop vieux pour faire la guerre et ses généraux les plus puissants dont son fils, le prince noir, meurent au combat ou sont capturés. Bientôt, des troubles internes en Angleterre, révolte du pays de Galles, conflit avec l'Écosse et l'accession au trône du fragile Richard II pousse les Anglais à accepter une paix beaucoup plus favorable aux Français. Édouard III, roi d'Angleterre. National Portrait Galerie, Wikimédia Commons, d'épée guerre civile entre Bourguignon et Armagnac, mais le royaume de France ne tarde pas à rencontrer lui aussi des problèmes internes. Charles V décédé en 1380 et son successeur, Charles VI, est atteint de folie. Deux personnages ambitieux en profitent pour prendre le contrôle du royaume de France, son frère Louis d'Orléans et le puissant duc de Bourgogne Jean sans peur. Les deux hommes s'affrontent pour obtenir l'ascendant sur Charles VI, c'est la querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Dans ce contexte, la France évitait de chercher le conflit avec l'Angleterre. L'assassinat de Louis d'Orléans par les partisans de la Bourgogne est le sommet de la lutte entre les deux parties. Mais quand les Anglais eux-mêmes retrouvent leur stabilité sous le règne d'Henri V, ils trouvent la situation propice pour attaquer une France déchirée. C'est le début de la phase la plus célèbre du conflit. 1415, la bataille d'Azincourt et ses conséquences. Henri V, roi d'Angleterre, débarque avec son armée en 1415 en Normandie. La même année, sur le site d'Azincourt, il rencontre une armée française beaucoup plus puissante. Mais, à la surprise générale, Henri V écrasait littéralement les Français. Quelles sont les conséquences de cette défaite? La bataille d'Azincourt est la plus grave défaite française de la guerre de Cent Ans, 1415. Chronique d'Enguerrand de Monstrelet, Wikimédia Commons, d'épée la bataille d'Azincourt, importante défaite des Français face aux Anglais. Après la défaite d'Azincourt, 1415, la France se trouve pratiquement sans défense et Henri V circule librement entre Caen et Calais. Un vaste territoire autour de la Normandie passe entre les mains anglaises. L'alliance des Bourguignons et des Anglais pour couronner le tout, le puissant duc de Bourgogne saisit l'occasion de s'allier aux Anglais. Rêvant de devenir un royaume indépendant à son tour, la Bourgogne ne fait rien pour aider son suzerain le roi de France. Bien au contraire, tout ce qui peut affaiblir la couronne française est bon pour les projets d'indépendance des ducs de Bourgogne. En 1420, la Bourgogne et les Anglais envahissent Paris et le roi Charles VI doit accepter le mariage d'Henri V avec sa fille. En outre, son propre fils, le dauphin, est exclu de la succession. Le roi anglais Henri V vient d'obtenir que ses enfants soient les futurs rois de France. Le dauphin, réfugié dans le centre de la France, n'accepte pas cette décision et décide de continuer la lutte contre les Anglais et les Bourguignons. Les anciens membres du parti des Armagnacs le soutiennent et une armée écossaise vient également à son secours. Alors que les Anglais assiègent la ville d'Orléans, un personnage particulier va venir au secours du dauphin. 1429, arrivée de Jeanne d'Arc et reprise d'Orléans. L'histoire de Jeanne d'Arc est bien connue. Ayant reçu ce qu'elle appelle un message divin, elle quitte son village pour rencontrer le dauphin et le persuader de mener son armée à la victoire. En 1429, Jeanne d'Arc arrive et reprend Orléans. Auguste Gustave Lazinski, 1811-1870, Wikimédia Commons, d'épée l'arrivée de Jeanne d'Arc au moment où Jeanne arrive devant le dauphin temps. 1429, les Anglais ont déjà cessé leur avance. À Orléans, ils ont assez de force pour assiéger la ville, mais pas assez pour l'envahir. Ni continuer plus loin sur le territoire français.
L'armée française est déjà renforcée et proche de la ville, mais le moral est bas. Pour l'essentiel, l'arrivée de Jeanne d'Arc représente un retour à l'esprit offensif. Orléans est reprise. L'armée française sécurisait ensuite la Loire en reprenant la plupart des ponts et, surtout, vint les troupes anglaises de John Talbot à Patay. Cette défaite, la première des Lombards, archers, anglais, est un tournant car désormais la route de Reims est libre. Or, c'est à Reims que le dauphin doit être sacre pour devenir roi de France. Le dauphin et sacre à Reims s'accompagne de Jeanne d'Arc, dont la popularité va grandissante, Charles traverse le territoire occupe par les Anglais et les Bourguignons et gagne la cathédrale de Reims, où il devient le roi Charles VII le 17 juillet 1429. Cependant, peu de temps après, Jeanne d'Arc est capturée par les troupes bourguignonnes qui tenaient encore les environs de la ville. Livrée aux Anglais, elle est jugée pour hérésie et brûlée en place publique à Rouen. Jeanne d'Arc fut principalement un bonus au moral des troupes françaises, mais il faut croire que c'est tout ce qui leur manquait. Après son apparition, la France ira de victoire en victoire. DR essentiellement symbolique, Jeanne d'Arc continue à jouer un rôle important après sa mort. Mais son importance sur le champ de bataille ne doit pas être exagérée. Le principal succès de Charles VII est diplomatique. En 1435, il parvient à convaincre le duc de Bourgogne d'abandonner l'alliance anglaise pour, au contraire, soutenir la France. Paris est rendu aux Français en échange de gains territoriaux aux Bourguignons. 1453, fin de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans s'achevait en 1453. Cette année est celle de la bataille de Castillon, qui voit la victoire décisive des Français sur les Anglais. Retour sur ces événements et sur les conséquences de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans prend fin en 1453. Ici, représentation nous plongeant au cœur de la guerre, un siècle avant la fin des combats, en 1356, lors de la bataille de Poitiers. À Nouaille-Maupertuis, chronique de Froissart, manuscrit de Gruuthuse. Bibliothèque nationale de France, d'épée le roi de France Charles VII est à l'origine d'une armée permanente et centralisée qui échappait à la vieille tradition féodale. À la tête de ses troupes, il reprend Rouen en 1449 et, bien vite, après la bataille de Formigny, 1450, qu'en repasse du code français. Au final, seule Calais reste anglaise. La guerre de Cent Ans se termine en 1453 lors de la bataille de Castillon, qui voit la victoire décisive des Français sur les Anglais. Conséquence de la guerre de Cent Ans, la guerre de Cent Ans a des conséquences terribles pour les deux pays. La population française aurait diminué de moitié pendant le conflit, la peste ayant sévi à cette époque étant plus dévastatrice que la guerre. En Angleterre, la dynastie des Plantagenets est fragilisée et l'armée anglaise démobilisée cherche le conflit. C'est l'origine d'une guerre civile anglaise entre les deux branches des Plantagenets que sont les York et les Lancastre. Ce sera la guerre des Deux Roses. On considérait par ailleurs que la guerre donne le jour à des sentiments nationaux très forts qui n'existaient pas auparavant. Le risque de disparition du royaume de France fut bien réel pendant un temps et les Anglais craignaient que les Français ne débarquent sur leur île. Ce qui commença comme une dispute entre deux rois pour une seule couronne devint la lutte de deux peuples pour leur survie. La bataille de Formigny, 1450, est une bataille décisive de la guerre de Cent Ans. DR après la guerre de Cent Ans, la France se concentra sur le continent et l'Angleterre sur les îles britanniques. Par conséquent, les deux pays bataillèrent moins souvent. Les Anglais allaient toutefois connaître plusieurs guerres civiles pour affronter Écossais et Irlandais. Quant à la France, elle allait s'opposer aux véritables vainqueurs de la guerre de Cent Ans, les puissants ducs de Bourgogne. En conclusion, la guerre de Cent Ans, marquée par des événements décisifs, a profondément influencé l'histoire de la France et de l'Angleterre. Les 5 dates clés que nous avons explorées illustrent les tournants majeurs de ce conflit, de l'affirmation des identités nationales à l'évolution des stratégies militaires. Cette période tumultueuse a non seulement façonné les relations entre ces deux nations, mais a également laissé un héritage durable dans la culture et la politique européenne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire.